Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Travailler sans salaire ou tout simplement être licencié temporairement. On risque en effet le shutdown. Les shutdowns peuvent coûter très cher à l'économie du pays car ils freinent la consommation. Le blocage est immédiat. Pas de collecte d'impôts, pas de salaire pour les fonctionnaires et pas de prestations sociales. Donald Trump n'est pas encore de retour à la Maison Blanche, mais il a déjà un impact sur les guerres au Moyen-Orient. I am very proud to announce today that we have reached a deal À l'image du shutdown américain. to end the shutdown and reopen the federal government. Et voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui avec nos invités. Alors le shutdown à la française, ça n'existe pas. Mais est-ce que Michel Barnier a de beaux jours devant lui ou est-ce que les jours de son gouvernement sont comptés? On en parlera avec notre premier invité, Luc Gras, politologue. Ensuite, on va parler bien sûr de Donald Trump, de son élection, avec Philippe Carsanti, le porte-parole des Républicains in France, pour parler de l'état d'esprit des Républicains outre-Atlantique avant l'intronisation de Donald Trump en janvier à la présidence. Et puis enfin, à 13h, l'actualité fait que nous allons parler de l'Afrique avec un ancien agent de la DGSE qui était directeur responsable de la direction Afrique au renseignement extérieur. Il s'agit de Jean-Pierre Auger, ancien colonel, qui a publié un livre, Afrique adieu, pour parler de cette fameuse France-Afrique qui part en lambeaux devant nos yeux. Si vous souhaitez nous appeler 0826 300 300 pour poser vos questions à nos invités, réagir, on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et on commence tout de suite avec notre premier invité, Luc Gras, politologue. Bonjour. Bonjour. Alors, la question évidemment que tout le monde se pose, est-ce que la semaine prochaine, dès le 2 décembre, Michel Barnier va devoir déjà faire les cartons et ses valises et tomber peut-être après le 49.3 et la motion de censure? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le climat à l'heure actuelle et que peut faire Michel Barnier pour éviter ça? Vous allez bien vite en besogne. Je sais, mais... En politique, les choses ne sont jamais écrites, surtout quand on prévoit le pire. Actuellement, la situation est absolument chaotique, et du chaos peut tout sortir. En réalité, Marine Le Pen fait de la politique. Ouais. On lui reproche de faire pression. Non, elle fait de la politique. Elle essaye d'une posture de surplomb de tirer le maximum pour ses électeurs. C'est tout à fait normal. Jean-Luc Mélenchon est dans une autre stratégie. Il est dans celle d'aller le plus vite possible, puisqu'il a 73 ans, aux élections. Normal. À partir de là, les autres partis de gouvernement sont à peu près émiettés. Il leur faut du temps pour se reconstruire. Donc toutes ces équations font une alchimie où, normalement, il y a une majorité contre Barnier, donc il devrait tomber. Sauf que, est-ce vraiment l'intérêt de Marine Le Pen de faire tomber tout de suite, avant Noël, Michel Barnier? Je ne crois pas. Alors, vous pensez que Marine Le Pen va faire comme parfois, vous savez, ces présidents américains qui gracient la dinde pour Thanksgiving en disant celle-là, finalement, on la tuera pas. Est-ce que Marine Le Pen va gracier Michel Barnier pour Noël, pour les fêtes, et puis en janvier, on remet ça sur la table? C'est ça un peu votre une des hypothèses possibles? Alors tout d'abord, je pense que le Premier ministre Michel Barnier appréciera votre métaphore. J'espère. Puis, de toute manière, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt de Marine Le Pen qu'on ne l'accuse pas au moment des fêtes de Noël de s'être associée à l'extrême gauche pour faire tomber le gouvernement du modéré Barnier. C'est son intérêt. Après, elle a d'autres fenêtres de tir. Donc évidemment que il ne faut pas perdre de perspective que nous ne pourrons avoir de dissolution qu'après le 7 juillet 2025. Un an et donc, après la première c'est dans ce laps de temps-là qu'il faut réfléchir utilement. Marine Le Pen, elle peut très bien aller à la confrontation dans la perspective d'une dissolution qui verrait ses troupes revenir en force, voire même en plus grand nombre. Mais pour cela, il faut avoir le curseur au bon endroit. Le curseur, c'est le 7 juillet 2025. Donc, vous voyez, c'est dans ce laps de temps. Chaque parti aussi qui s'organise, puisqu'on avait, certains avaient critiqué, le choix de certains candidats du RN, et on a vu certaines démissions forcées, et là, il y a un casting qui doit se faire. Donc, chaque parti prend le temps, en réalité, de s'organiser en cas de dissolution, et puis surtout, tout le monde maintenant commence à penser dans les écuries présidentielles à comment lancer la stratégie sur les 2 ans qui viennent. C'est ça ce que vous me dites, le temps long. Voilà, vous avez parfaitement raison, c'est une question de gestion du temps. Mais on voit que tous ne sont pas égaux dans le champ politique. Jean-Luc Mélenchon, il est prêt. Il est un tribun, il a une stratégie unique, aller au plus vite à la présidentielle. Il a les troupes, elles sont formées, à part 2-3 brebis galeuses, comme partout, il peut avancer.
il est prêt. Marine Le Pen, elle est prête, elle, dans sa tête. Elle est beaucoup plus prête que les autres fois. Mais on voit bien qu'au niveau de ses troupes, comme vous l'avez très bien signalé, va falloir quand même reprendre tout ça. D'ailleurs, ils le savent tellement au sein du Rassemblement national qu'ils sont en train de réfléchir à la formation des candidats, ce qui est une très bonne chose. On avait sur ce plateau un des responsables d'un institut de formation. Oui, mais c'est essentiel, la formation des candidats. Parce que ça fait quand même 3 fois, 2017, 2022 et 2024, on a quand même des élus respectables en qualité. Mais alors, au niveau du fond, il va peut-être falloir quand même que les Français comprennent que quand on devient médecin, faut se former pour être médecin. Quand on devient chauffeur de car, faut se former pour être chauffeur de car. La seule activité aujourd'hui où on ne se forme pas en France, c'est de devenir député. Donc il y a quand même un vrai problème. Ou ministre, parce que peut-être que Bruno Le Maire va bénéficier d'une formation pour être ministre de l'économie. C'est vrai, c'est la suite. C'est la suite. Enfin, quand vous voyez que certains députés, représentants de la nation, ne connaissent pas l'histoire du pays, je fais allusion à personne en particulier, mais c'est quand même assez grave. On arrive à un niveau où il faudrait peut-être ranger les tablettes vidéo, etc. Je finis. Les autres, c'est-à-dire les partis de gouvernement, en gros, à gauche, tout ce qui est au nouveau Front Populaire, mais qui n'est pas LFI, et à droite, tout ce qui est le socle commun, ne sont pas prêts. Ils n'ont même pas de leader. Donc imaginez comment eux voient les choses. Il leur faut du temps. Il faut donner, comme dirait François Mitterrand, du temps au temps pour s'organiser. Donc on voit bien que plus le rendez-vous avec les Français, bataille majeure, les élections présidentielles, sera tôt, plus ça avantagera Jean-Luc Mélenchon. Plus le temps est donné, plus Olivier Faure, François Hollande, Wauquiez, Attal, etc. auront le temps de discuter entre eux, de s'organiser, chacun de son côté, pour aller à l'élection présidentielle. Je pense qu'il ne faut pas bafouer ce rendez-vous majeur sous la Ve République qu'est l'élection présidentielle. Il faut que tous les acteurs politiques se mettent d'accord pour que ce soit enfin une élection qui va trancher le nœud gordien de cette vie complètement à côté de la plaque que nous vivons sous la Ve République. La Ve République, elle repose sur le fait majoritaire. Il faut redonner à la France une majorité et un président de la République qui en serait issu. Alors on voit la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui est quand même au plus bas, et ça depuis longtemps, quasiment de manière systématique. C'était le cas avec les présidents auparavant. On a l'impression que les Français votent pour l'élection présidentielle, et puis très vite, le président n'est plus dans le fait majoritaire. Il est même très décrié dans son action. Pour le cas d'Emmanuel Macron, ça atteint des sommets. Comment continuer dans un système où systématiquement on va braquer les Français? Là, j'imagine que Michel Barnier, ça va être une potion pas magique du tout pour faire des économies. Et on se rappelle de la réforme des retraites, on se rappelle des gilets jaunes, la façon dont les Français en ont marre des choix qui sont faits. Comment faire pour revenir vers le fait majoritaire? Cher Alexis, vous posez une question majeure. Ben oui. Notre démocratie est malade. Il faut revenir à une pratique inspirée par nos grands anciens, qui étaient les Grecs. C'est-à-dire que quand on s'engage en politique, on s'engage au service du bien commun. On ne fait pas de la politique pour s'en mettre plein les poches ou pour son ego. On fait de la politique pour servir les autres. Il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système. Donc il faut revenir à une lecture qui fait qu'on s'engage en politique au service des concitoyens. C'est ainsi que nous réconcilierons les Français avec la politique. C'est ainsi que nous ferons en sorte que notre démocratie aura un avenir. Sinon, vous avez vu que dans les derniers sondages, 1/4 des Français sont plutôt aujourd'hui bienveillants avec l'idée d'un régime autoritaire pour remettre un petit peu dans ce foutoir actuel. Amener toujours cette idée, mais c'est pas un régime autoritaire qu'il faut, c'est une démocratie vivante. Exactement. Mais la démocratie qui n'est pas vivante ouvre la porte à la possibilité de régime autoritaire pour remettre un peu d'ordre. Et on a aujourd'hui 23% des Français qui déclarent qu'un régime autoritaire serait peut-être une bonne chose dans le foutoir actuel. Et donc, si on ne revient pas de manière rapide à une lecture du processus démocratique qui donne aux citoyens la primauté, et je réponds à votre question en cela, comment faire? Il faut redonner la parole au peuple, et une fois qu'on est élu, rester fidèle au peuple. C'est pas possible qu'en 1980, François Mitterrand, il est élu sur des valeurs. En 83, parce que Bruxelles lui donne des ordres et parce que les marchés financiers sont là, hop, on bascule. En 2005, les Français, à plus de 54%, votent contre le nouveau traité, et 3 ans plus tard, le cher Nicolas Sarkozy fait passer par voie d'amendement à l'Assemblée nationale tout le texte
quasiment de ce qu'il avait été refusé par les Français quelques années plus tôt. Il faut respecter le peuple. N'oubliez pas François Hollande et son tournant social-démocrate. Mon ennemi, c'est la finance, et puis Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc c'est le pompon. Et ça c'est systématique, mais vous mettez le doigt sur justement un des points particuliers qui font que cette démocratie a bien du mal, c'est la tutelle de Bruxelles. Aujourd'hui, vous voyez bien que ce que fait Michel Barnier, c'est obéir d'une certaine façon. Déjà, la France est sous une procédure pour déficit excessif de la part de la Commission européenne, et donc il va faire exactement ce que vous venez de dire, satisfaire et la Commission européenne et les marchés financiers. Et c'est ça depuis François Mitterrand. Nous avons un débat. Même avant. Nous avons un débat de fond. Alors, vous ne m'entendrez pas m'associer à la grande famille de ceux qui critiquent Michel Barnier, parce qu'il essaye, dans la situation actuelle, de tenir compte de tous les paramètres. Donc c'est une personnalité qui est capée, qui est expérimentée. Néanmoins, vous avez parfaitement raison, il est dans une situation quasi inextricable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne avait été créée par le général de Gaulle, par les Allemands, dans une perspective de réconciliation, de paix. Or aujourd'hui, ce n'est plus l'objectif de l'Union européenne, la paix. Preuve en est, c'est que on voit bien que tous les sujets concernant la paix sont traités par les nations. Elles ne sont pas traitées par l'Europe. La question sur l'Union européenne, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire ? Elle ne peut exister qu'à partir des peuples qui eux-mêmes représentent les nations, qui eux-mêmes peuvent, dans le souci de principe de subsidiarité, s'unir pour, quand on pèse plus lourd à plusieurs, l'argument est valable, à ce moment-là, on avance dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on a à faire face, et moi je ne suis pas contre l'Europe, mais on a à faire face le plus souvent à une technostructure. Et qu'est-ce que perçoivent les Français ? Ils n'entendent de l'Union européenne qu'une grosse machine technocratique qui leur impose la taille des camemberts, la taille de ceci, la taille de cela. La réforme des retraites. C'est insupportable. Aussi demander les réformes systémiques. Voilà. Ça a une qualité quand même, l'Union européenne. Vous voyez que je ne crache pas sur l'idée d'Europe. Par contre, l'Union européenne, évidemment, elle nous empêche, nous, franchouillards, parfois de partir un petit peu trop dans l'excès. Donc nous dire qu'il faut faire gaffe à pas avoir trop de déficit, c'est plutôt pas mal. Mais de là à empêcher toute réforme en profondeur, parce que la grandeur de la politique, et le général de Gaulle nous l'a rappelé en 58, quand le pays était dans une situation inextricable, un peu comme aujourd'hui, et des déficits comme aujourd'hui, eh bien le général de Gaulle, à l'époque, il n'a pas eu Bruxelles pour l'empêcher de faire des vraies réformes. Donc l'Union européenne, oui, par rapport au principe de subsidiarité, l'Union européenne, quand elle est technocratique et qu'elle empêche précisément le peuple d'exercer sa souveraineté, évidemment, c'est pas possible. Ah oui, donc il va falloir à un moment se poser quand même la question des traités européens et de la place de la France dans ces traités. Or, c'est jamais dans le débat politique en réalité. Vous voyez, il y a un vrai débat. L'Union européenne, pourquoi faire ? En ce moment, Trump a expliqué qu'il allait se retirer de pas mal de choses en Europe. C'est plutôt bien. Ça veut dire que l'Europe doit devenir mature. Ça veut dire que l'Europe doit se prendre en main. Regardez l'industrie de l'armement, regardez la défense. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on sait qu'il y a des possibilités pour Trump de revenir à la Maison-Blanche. En quoi les Allemands ont joué le jeu par rapport au programme concernant le nouvel avion de chasse, concernant les nouveaux équipements, missiles, etc. Ils jouent pas le jeu. Ils sont là en train de pleurnicher parce qu'ils vont plus pouvoir exporter leurs voitures allemandes, parce qu'en fait, les Chinois sont maintenant meilleurs dans tout ce qui est l'électrique. Donc il y a un moment, il faut aussi que nos amis allemands, avec qui nous avons fait la paix, avec qui nous avons créé l'Union européenne, il faut aussi qu'ils remettent un petit peu sur la table l'intérêt général de l'ensemble des nations européennes et pas leur intérêt particulier. Oui, mais il y a aussi, au-delà de l'Union européenne, vous faites mention à Trump, et on en parlera à partir de 12h30 avec notre invité, la tutelle américaine aussi. Les Allemands, sans les États-Unis, c'est compliqué, et on voit bien qu'ils sont coincés dans tout ce qu'on fait. L'OTAN, qui oblige aussi les nations européennes à s'armer avec le 2% du PIB, mais à s'armer avec des armes américaines également. Tout ça, ça fait qu'il y a très peu de choix de souveraineté, y compris en matière de défense en Europe. Vous avez raison, et on a une occasion unique, par le fait même de l'élection de Trump, de construire autre chose. Il faut rentrer dans une autre logique. Il faut construire à partir du peuple européen, une défense européenne, une politique européenne indépendante des États-Unis. Et dans le monde multipolaire aujourd'hui, beaucoup fondé sur les rapports de force, il faut être fort
pour pouvoir dialoguer. On est loin du compte. Et puis, je voulais aborder une dernière question sur cette idée de shutdown. Alors, ça existe aux États-Unis. En France, c'est pas vrai. Quand on parle de shutdown parce qu'on ne voterait pas le budget et qu'on ne pourrait plus payer les fonctionnaires, ce qui est le cas aux États-Unis, en France, c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que vous pouvez expliquer le fonctionnement? Ça n'a rien à voir. Bon, d'abord, je vous l'ai compris, je souhaite vraiment qu'on n'en arrive pas à se poser vraiment la question dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Ceci dit, il n'y a aucun... la Marine Le Pen a raison sur ce point-là. Il n'y aura... Les fonctionnaires continueront à être payés. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a ça? Ça va pas être le chaos. Ça va être l'accumulation des emmerdes. C'est-à-dire que, en fait, si en plus la France, en chaos léger, se retrouve sans budget, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir, en gros, redéployer tous les financements à partir de l'exercice précédent, 2024. Mais par contre, pour la mise en place de tout, pour les initiatives, etc., ça va être compliqué. À chaque fois, il faudra repasser devant le Parlement, qui en plus n'a pas de majorité. Ouais. Donc ça va être l'occasion de soucis inextricables. C'est la raison pour laquelle, sauf Jean-Luc Mélenchon, il me semble que les autres partis n'ont pas intérêt à rentrer dans ce micmac-là, parce que ça va être le regard des Français sur l'Assemblée nationale. Vous avez aimé les chahuts jusqu'à maintenant, vous allez être surpris, parce que là, il va y avoir... Vous voyez, ça va complexifier encore tout. Donc, ajouter de l'incohérence au chaos actuel, ça va être compliqué. Donc, les Français peuvent être rassurés, ils seront payés. Les Français peuvent être rassurés, ils auront toujours autant d'impôts, mais il n'en demeure pas moins que les déficits continuant de s'accroître, ils risquent de payer encore plus cher. Et puis, hélas, nous vivons pas seuls sur une planète, sur notre planète. Il y a les marchés internationaux. Dieu sait si je ne suis pas un laudateur des marchés, mais force est de constater que les marchés nous regardent et que aujourd'hui le taux d'emprunt en France monte à un niveau qui est celui des Grecs, et que s'il y a la crise par le seul fait qu'il y a la censure, c'est vrai, ce ne sera pas le chaos abyssal, ce ne sera pas le shutdown, mais ce sera une situation encore plus compliquée pour les Français et donc pour le pouvoir d'achat des plus démunis. Eh bien, nous allons voir ça dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Luc Gras, d'avoir été notre invité et de revenir sur le chaos actuel. Et peut-être qu'il en sortira quelque chose de formidable. Tout de suite, on se retrouve pour l'édito. On va aller directement dans la cathédrale Notre-Dame. Et puis ensuite, on parlera de Trump et puis de la France-Afrique. À tout de suite sur Sud Radio. L'édito. Il est venu le temps des cathédrales. Le temps des cathédrales, la réouverture de Notre-Dame. Ah mon Dieu, que c'est beau. Tel le petit Jésus apparaissant dans la crèche, voilà Emmanuel Macron apparaissant dans la cathédrale de Notre-Dame juste avant l'ouverture, pour profiter en avant-première de la beauté de ce chef-d'œuvre, monument emblématique de notre histoire et de notre civilisation. Il est là pour remercier les compagnons, les ouvriers, les artisans qui ont réussi l'impossible. C'était le 15 avril 2019. Nous étions tous saisis d'effroi de voir ce bâtiment emblématique de notre histoire attaqué par les flammes, disparaître sous un épais nuage de fumée. Et 5 ans plus tard, la cathédrale ouvre à nouveau et, comme le dirait Stéphane Bern, plus majestueuse que jamais. 340 000 donateurs, des anonymes et puis des milliardaires comme Bernard Arnault, qui ont donné la somme de 846 millions qui ont permis ce chantier incroyable qui fait qu'en 5 ans, la cathédrale renaît de ses cendres. Alors, après l'émotion et le spirituel, retour aux basses réalités de la matérialité politique. D'abord, il y a eu le crime de lèse-majesté de Paris Match, qui a publié les photos. Et oui, en avant-première, hier, il faut savoir que Paris Match est maintenant la propriété de Bernard Arnault, qui a racheté le titre et qui a, lui, donné 200 millions d'euros pour le chantier de Notre-Dame. Alors il s'est dit, je peux quand même publier les photos avant qu'Emmanuel Macron ne rentre dans la cathédrale. Eh bien, l'Élysée a peu apprécié cet exclu, et qui devait être, bien sûr, réservé au président, presque le président-roi, pourrait-on dire. Et le journal a dû présenter ses excuses, ça ne rigole pas à la cour. Et puis il y a eu pire, Elon Musk. Alors lui, cette semaine, il a annoncé en exclu mondial sur son réseau X: Notre-Dame has been restored. Et oui, avec un point d'exclamation, en publiant une vidéo qui était confidentielle et qui depuis a été retirée du réseau. Là encore, crime de lèse-majesté. Enfin, Emmanuel Macron avait bataillé ferme pour faire son allocution dans la cathédrale. Mais cette idée, elle a été rejetée devant le refus poli du clergé et des forces politiques, puisque tout le monde voyait d'un très mauvais œil ce mélange des genres, peu propice à un respect de la laïcité si cher à la République française. Là, Emmanuel Macron fera un discours court,
sur le parvis de l'édifice. Et avec tous ces efforts de la présidence, y aura-t-il un effet Notre-Dame pour la cote de popularité d'Emmanuel Macron, qui est devenue en réalité une cote d'impopularité qui côtoie les sommets de la flèche de la cathédrale? Rien n'est moins sûr, hein. L'effet bâtisseur risque de faire pchit, car voir le président dans une certes magnifique cathédrale rutilante et restaurée, quand on voit l'état du pays qui ressemble plus à un champ de ruines qu'à une belle cathédrale restaurée, eh bien c'est vrai que là ça fait un drôle de contraste. Et pourtant Emmanuel Macron, il entend bien profiter au maximum de la communication autour de la résurrection de Notre-Dame. Visite du chantier aujourd'hui en audiovision sur le site de l'Élysée, allocution sur le parvis le samedi 7 et hop, le lendemain direct à la messe. Eh oui, on peut imaginer Emmanuel Macron brûlant un cierge et prier pour Michel Barnier essayant d'obtenir la bénédiction du Très-Haut pour finir son mandat sans tomber sous la barre des 10% satisfaits de son action. En revanche, connaissant le président, il n'ira pas à confesse. Et puis, il y en a un grand absent quand même de cette réouverture, c'est le pape qui préfère aller en Corse plutôt qu'à Paris pour l'ouverture de la cathédrale. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et tout de suite, sans transition, notre invité Philippe Carsanti, porte-parole de Republicans in France. Bonjour. Bonjour. Vous revenez des États-Unis, vous avez fait un tour de Washington à la Floride pour rencontrer des membres de la nouvelle administration de Donald Trump. On en a beaucoup parlé lorsqu'il a été élu, ça a été une surprise pour beaucoup en France. Pour vous, ça l'était moins, vous étiez sûr de sa victoire. Aujourd'hui, on voit un Donald Trump plus déterminé que jamais, avec une nouvelle équipe autour de lui qui ne ressemble en rien à l'équipe de 2016. Effectivement, il est en train de constituer une Dream Team. En 2016, il a vraiment été surpris de son élection. Il croyait, mais il espérait, mais il n'y croyait pas vraiment. Là, comme vous le disiez, moi, ça fait pratiquement 3 mois que j'annonce la victoire de Donald Trump, et large, en disant même qu'il allait gagner le vote populaire. Ce qui était très clair, c'est quand on restait en contact avec les États-Unis, on voyait bien que ce qu'on nous racontait dans les médias français était faux. Il s'abreuvait à CNN et au New York Times, qui faisait ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking, c'est-à-dire qu'en gros, ils espéraient quelque chose, donc ils nous l'annonçaient. Il faisait de la propagande, en fait, pour le camp démocrate. Aussi de la propagande, mais en même temps, ils savaient bien que ça ne marchait pas, que la campagne de Kamala ne passait pas, qu'elle n'était pas éligible. Vous savez, je le disais partout, c'est le croisement de Anne Hidalgo et de Sandrine Rousseau. Je crois qu'elle a montré de quoi elle était capable, même après sa défaite. Maintenant, elle a disparu des radars. Totalement. Ouais. Elle a fait une petite vidéo il y a 2 jours qui était assez grotesque. Là, maintenant, elle est vraiment écartée. Donald Trump arrive en majesté. Sa cote de popularité explose, puisqu'il a pris 18 points dans les sondages américains. Moi qui reviens des États-Unis, j'ai fait vraiment un tour des États-Unis. Je suis allé dans toutes les grandes fêtes. J'étais en Californie, j'étais à New York, j'étais à Washington et j'étais en Floride. Je suis allé dans les grandes fêtes des conservateurs qui se réjouissaient. Et j'ai vu des choses incroyables. Vous savez, il y a 2 États que j'ai visités, notamment la Californie et les États-Unis et New York, qui sont des États démocrates. Je peux vous donner deux anecdotes. Une anecdote à Los Angeles, j'étais dans un restaurant avec quelqu'un qui est connu comme étant quelqu'un d'assez proche de l'administration Trump, et on travaillait sur des documents où il y avait écrit Trump. Le restaurateur est venu nous voir et dit « Ah, c'est vous ?» Il nous a offert le dessert. C'est assez amusant. D'accord. Ouais. Et la deuxième anecdote, c'est j'étais chez Victoria's Secret, magasin de lingerie, et donc j'ai voulu faire. Qu'est-ce que vous faisiez, Philippe Carsanti, dans un magasin de lingerie? J'ai une femme, donc je voulais faire une, et j'ai fait une blague à la vendeuse en lui disant je vous rassure, c'est pas pour moi. Elle me regarde, elle me dit je m'en doute. Et je lui dis oui, mais je pourrais m'identifier comme une femme avec le wokisme actuel. C'est vrai. Et elle m'a regardé, elle s'est mise à danser comme Trump, et elle m'a dit arrêtez vos conneries. Stop this shit, ok? Arrêtez vos conneries. En fait, je crois qu'on doit comprendre que aux États-Unis, ce wokisme, tant au niveau sociétal qu'au niveau, je dirais, cet amour du Hamas et du Hezbollah du côté des démocrates a rendu fous les gens et se sont dit c'est plus possible. Et c'est vraiment, j'ai ressenti une forme de libération. J'étais dans un pays, un PVL, ce que j'appelle un PVL, un pays en voie de libération. Ouais, c'est un peu l'ambiance qu'on a en France actuellement. Hein. On se dit, franchement, on attend aussi quelque chose de cet ordre-là. Mais on va l'attendre, parce que je crois qu'on doit attendre. Oui, on attend un peu plus. Mais globalement, là, ce que vous dites, c'est que
la défaite de Kamala Harris tient beaucoup en fait de cette idéologie woke en quelque sorte, puisque elle disait we need to be more woke. Il y a une vidéo où il fallait qu'on soit encore. C'était la papesse du woke quasiment, et ça a été un échec absolu. Alors le woke, c'est cette idée d'être réveillé et de faire toutes les luttes intersectionnelles, le fait de faire de la repentance sur la colonisation, le fait de reconnaître toutes les personnes à part égale dans la société, mais de segmenter aussi cette société. Et c'est ce modèle-là, je pense, qui a été rejeté par les Américains. Oui, je pense que Kamala a été battue par les tranches d'Américains qu'elle a voulu créer, et Trump a gagné grâce à l'Amérique en entier. Il a parlé à tous les Américains. Mais d'ailleurs, il y avait cette vidéo d'une télé française avec un journaliste qui interviewait un conducteur racisé, comme on dit, donc noir, qui disait, il s'attendait à ce qu'il ne vote pas Trump, et lui, au contraire, était tout à fait pro-Trump. Et le vote, est-ce qu'on a maintenant les résultats du vote en fonction justement de ces segments politiques créés par les démocrates? Oui, et ce qui est vraiment très intéressant, vous me demandiez le sentiment aux États-Unis. Moi, j'ai eu l'impression de revivre 1998 en France après la victoire de la Coupe du Monde. Tout le monde, le sourire partout dans la rue. Alors c'est vrai que vous croisez, y compris en dehors de camps républicains. En dehors du camp républicain, vous rencontrez. Donc c'est vraiment populaire. C'est une victoire populaire. Naturellement, j'ai rencontré aussi des amis démocrates inquiets, me disant bon, c'est pas pour lui qu'on a voté. Mais je leur ai dit, mais donc attends, vous êtes logique. Vous m'avez pendant 3 à 4 mois, on me dit que c'était Hitler. Si c'est Hitler, il y a l'aéroport, il y a JFK à New York, il y a LAX à Los Angeles, prenez l'avion, partez, on vous offre l'asile politique. Non, ils sont restés, ils m'ont dit tout va bien, tout ça, ok, c'était de la propagande. Donc, et vous savez, moi j'ai débattu beaucoup sur les plateaux de télévision ces derniers mois, notamment avec des gens de l'IRIS et des pseudo-experts qui nous expliquaient que vraiment c'était Hitler. On l'a entendu sur France 5. Oui, ça on l'a entendu absolument. On l'a entendu plusieurs fois que c'était Hitler, mais ces gens-là, je pense que à ce degré de propagande et de mensonge, je me demande ce que fait l'ARCOM pour simplement pénaliser des médias qui mentent en permanence et qui mentent sciemment. Finalement, les Américains étaient beaucoup moins caricaturaux. C'était de bonne guerre dans la campagne de sortir des énormités, mais il fallait pas les prendre au sérieux. C'était simplement la campagne. Sauf que ce que vous nous dites, c'est qu'en France, on a des experts, entre guillemets, qui ont pris ça au premier degré et qui ont vraiment diabolisé Donald Trump beaucoup plus que l'électorat américain. Exactement. Mais il y a encore autre chose de très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ce qu'on appelait avant les médias dominants, c'est-à-dire les CNN, les grandes chaînes, les MSNBC, sont devenus des médias crépusculaires, minuscules, comparativement aux radios comme Sud Radio. Moi, je suis très proche de Dennis Prager, qui est un talk show basé à Los Angeles, qui est syndiqué dans tout le pays. Et donc, ce talk show touche beaucoup plus de monde que CNN. Les audiences de ces télévisions se sont effondrées. Et les audiences des podcasts, par exemple, Joe Rogan a fait un podcast avec 30 millions d'auditeurs. Aujourd'hui, qui fait 30 millions d'auditeurs C'est Joe Rogan, qui est un des gros podcasteurs américains. Et justement, on va parler de la place de ces médias alternatifs. Mais qui deviennent les médias dominants. Et qui deviennent bien sûr les médias dominants, puisque lui, il fait une interview de Donald Trump qui fait plus de 30 millions de vues, c'est ça, sur YouTube. YouTube invisibilise la vidéo d'une certaine façon, et c'est l'effet Streisand, c'est-à-dire que plutôt que de la rendre invisible, elle explose encore davantage. Et visiblement, ce podcasteur a été déterminant dans le vote des jeunes, notamment pour Donald Trump. Oui, il a en fait, vraiment, je vous assure, la danse de Trump partout. Vous vous promenez dans les magasins, dans les restaurants, les gens ont envie de danser. Voilà, on bouge comme ça. YMCA, les gens ont tous. Enfin, c'est assez impressionnant. YMCA, qui est producteur français, qui avait produit ce groupe. C'est un choix. Henri Bellolo, je crois que c'était le particulier qui nous a quittés, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Et non, c'est une période exceptionnelle. Vous savez, Ronald Reagan avait dit, quand il a été élu, quand il a pris le pouvoir le 20 janvier 1980, il a dit un nouveau jour se lève en Amérique. Et là, je crois qu'il y a vraiment un nouveau jour qui se lève aux États-Unis. Le cauchemar est fini. La parenthèse, je dirais, du 3e mandat d'Obama, puisque Biden n'était vraiment plus en état de gouverner. C'était vraiment Barack Obama qui faisait le marionnettiste, et qui était aussi derrière la marionnette Kamala Harris, parce que tout le monde a bien compris que Kamala Harris n'était en aucun cas... On a vu davantage Barack Obama faire campagne qu'elle, sur les grands stades. Il était toujours là en intro, c'était la vedette, davantage qu'elle, évidemment. On reviendra sur cet étrange accident, le fait que Donald Trump n'ait pas eu de second mandat consécutif, qu'il y ait eu Biden, et puis qu'il revienne en majesté de cette façon-là.
C'est quand même assez étonnant. Donc on va continuer de parler bien sûr de cette élection de Donald Trump avec vous, Philippe Carsanti, porte-parole de Republicans in France. Et puis on parlera aussi bien sûr des gens que vous avez rencontrés qui vont être maintenant au sein de l'administration Trump, hein, notamment un ministre de la Défense, un secrétaire d'État à la Défense, là encore décrié de manière caricaturale par certains médias, alors qu'il n'en est rien. Si vous souhaitez réagir ou poser vos questions à notre invité, 0826 300 300. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Philippe Carsanti, porte-parole de Republicans in France, de retour des États-Unis pour parler de la prise de pouvoir bientôt de l'administration Trump. Alors, vous avez rencontré donc des responsables de cette administration et notamment le nouveau secrétaire d'État à la Défense. Est-ce que vous pouvez nous dire qui il est et quel est son profil ? Alors, Pete Hegseth, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui a fait donc la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan. Après qui a suivi des études raisonnables, puisqu'il a fait Princeton et Harvard. Ensuite, il a écrit des livres, notamment pour lutter contre la corruption dans l'armée américaine. Et ensuite, on l'a aussi retrouvé sur Fox News pour commenter l'actualité. Alors, j'ai vu nos médias être assez critiques et considérer que son parcours n'était pas assez impressionnant. Et je me suis amusé, j'ai regardé le parcours de notre ministre de la Défense, M. Lecornu. Alors, c'est vrai que lui, il a une licence de droit. Bon, il n'a pas réussi à avoir sa maîtrise. L'armée, je crois qu'il ne l'a pas faite. Et puis à part ça, rien, quoi, un parcours politique de militant. Donc voilà, on peut comparer, par exemple, vous vous souvenez de Christophe Castaner, qui a passé son bac en candidat libre à 20 ans après avoir été allié à la mafia marseillaise. On peut parler de Sibeth Ndiaye, qui était d'une nullité incroyable. On peut parler de Bruno Le Maire, hein, qui a fait l'ENA, mais lui qui a planté le pays. Non, mais oui, qui n'était pas très bon avec les chiffres quand même. Il s'est beaucoup trompé. On peut aller très très loin dans l'analyse du personnel politique français. Et quand je vois comment on compare avec ce personnel politique américain, et qui, d'un côté, est impressionnant par sa qualité, mais aussi par son accessibilité. Vous rencontrez Pete Hegseth, il vous parle comme je vous parle là. C'est-à-dire qu'il a une chaleur, il a un charisme naturel, il est sympathique, il vous écoute, il n'est pas là en train de vous sermonner, de vous faire une leçon, et il vous pose des questions, par exemple, sur ce qui se passe en Europe, par exemple. Ce qui est assez rare, parce qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, l'Europe n'existe plus. Aujourd'hui, à part Pete Hegseth qui m'a posé 2-3 questions, le reste sur l'Europe, c'est Emily in Paris. Et sinon, alors justement, quelles sont les priorités de cette administration Trump dans vos discussions que vous avez eues? Donc l'Europe, ça ne sert plus à rien. L'Europe, c'est quelque chose il ne faut pas que ça dérange. En fait, aujourd'hui, ça dérange pas. En même temps, actuellement, on a des gens qui sont très alignés. Oui, mais ça dérange avec l'Ukraine. L'Ukraine pose un problème. En fait, ils ne veulent pas être dispersés, ils ne veulent pas être distraits sur leur combat qui est réellement contre la Chine. Aujourd'hui, j'ai écouté un monsieur qui s'appelle Frank Gaffney, qui a un think tank à Washington, et qui a dit, en fait, c'est pas la World War III, pas la guerre mondiale 3, c'est la guerre mondiale XI. C'est la guerre mondiale contre XI, contre la Chine. La Chine tente de détruire les États-Unis de plusieurs manières, non seulement par l'importation de drogue par la frontière sud, par le fentanyl, qui détruit une partie de la jeunesse américaine, qui tue, je crois, entre 70 000 et 80 000 Américains par an. Vous voyez des zombies qui se promènent dans les rues de Los Angeles ou à New York. On a vu les images terribles de rues avec des gens qui sont dans un état terrible. Donc ça, c'est une chose. La propagande avec TikTok, le TikTok américain est comme le TikTok français, un outil d'avilissement et d'abêtissement de la jeunesse, alors qu'en Chine, il est complètement bridé, encadré et canalisé pour élever la jeunesse chinoise. Mais c'est le cas en Australie, une loi qui est en train d'être discutée pour interdire l'accès de ces réseaux aux moins de 16 ans. Absolument. Est-ce que c'est un des choix de Trump de bannir TikTok, par exemple? Je n'ai pas d'informations là-dessus, donc ça, je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, il faudra attendre, on va dire, midi 1, le 20 janvier 2025, pour avoir vraiment tout. Parce que vraiment, les décrets sont prêts, les ordres présidentiels sont prêts. En revanche, donc voilà, la Chine est vraiment l'adversaire. Pour ce qui concerne l'Europe, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ça s'arrête en Ukraine. Et la stratégie de Trump, c'est la paix par la puissance. Comme je le dis depuis que je suis rentré, il y a un nouveau shérif dans le monde, et ce sont les États-Unis. Et personne ne peut s'opposer aux États-Unis, surtout sous la présidence de Trump, où il montre qu'il est en mesure d'agir et qu'il a la volonté d'agir. Il le fera tant au niveau de l'Ukraine, où je pense qu'il parviendra à un accord qui sera ni satisfaisant pour les Russes, ni satisfaisant pour les Ukrainiens, mais simplement pour faire en sorte que le carnage s'arrête. On a 1 million de victimes, entre les morts et les blessés
entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine est un pays qui est en train de se vider. Il y avait 50 millions d'habitants il y a 5 ans. On n'en est plus qu'à 30 millions. Il faut quand même se rendre compte de la saignée de ce pays. Mais justement, le choix de Joe Biden d'autoriser l'utilisation des missiles longue portée ATACMS par le régime de Kiev sur le territoire russe, est-ce que c'est un choix concerté avec Donald Trump? Est-ce que c'est pour dire justement on veut quand même arriver à la paix, mais on est sérieux et on veut aider, ou est-ce que c'est quelque chose qui est là pour mettre des bâtons dans les roues aux efforts de paix de Trump? Il y a deux façons de voir. Ça peut être, ou bien mettre des bâtons dans les roues, mais je ne crois pas que ce soit la stratégie de Biden. En revanche, c'est pour permettre aux Ukrainiens de négocier en position plus de force, plus avancée, puisque à un moment donné, quand Trump va arriver, et même peut-être avant, les positions vont être gelées, et Trump va dire on arrête là maintenant, chacun repart chez lui, en gardant ce qu'il a obtenu. Alors, personne ne va être content, comme je vous l'ai dit, mais c'est peut-être ça la stratégie de Biden. Maintenant, sur ce qui concerne le Proche-Orient, il y a vraiment une Dream Team qui a été mise en place. On a le ministre des Affaires étrangères qui est Marco Rubio, Stefanik à l'ONU, Mike Huckabee qui est à l'ambassade à Jérusalem, en Israël, et Pete Hegseth à la Défense. Ce sont tous des gens qui ont une quarantaine d'années, à part Huckabee qui est plus âgé. Comprenez une chose, ces gens-là ont eu leur éveil politique le 11 septembre 2001. Ils se sont réveillés, ils avaient entre 15 et 20 ans le 11 septembre 2001 et ils ont vu les tours s'effondrer. Donc ils savent aujourd'hui que la principale menace géopolitique dans le monde, c'est l'islam politique. Et moi, dans tous les propos que j'ai rencontré aussi des membres du Congrès qui me disaient on ne fait pas de différence entre Al-Qaïda, l'État islamique et les frères musulmans. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que leur volonté de lutter, les frères musulmans, c'est le Qatar aussi. Donc le Qatar, vous voyez que le Qatar, l'effet Trump est exceptionnel, puisque le Qatar a déjà demandé aux représentants du Hamas de partir. Je crois que le Qatar, on ne va pas avoir besoin de lui demander beaucoup de choses pour qu'il arrête son incitation à la haine. Parce que comprenez une chose, une chaîne comme Al Jazeera, c'est une chaîne de propagande islamiste qui est dévastatrice, tant pour l'Occident que pour le monde arabe, où, comme me disait récemment Mohamed Sifawi, vous écoutez Al Jazeera en arabe, vous avez envie d'égorger les chrétiens et les juifs dès que vous éteignez la télé. Voilà un petit peu le problème de ces médias-là. Donc vous pensez que là aussi, une solution de paix va arriver sur la table rapidement du fait de cette nouvelle administration? Alors, une solution de paix, en tout état de cause, ils vont permettre à Israël de gagner la guerre. Elle est déjà gagnée, cette guerre, d'une certaine façon. Elle n'est pas finie. Israël, on n'a jamais permis à Israël de gagner la guerre ces 15 dernières années contre le Hamas. Israël doit écraser le Hamas et Israël doit... Aujourd'hui, c'est pas le cas? Avec le fait que tous les dirigeants du Hamas ont été tués, avec le bilan aussi sur Gaza... Il y a encore des combats sur place. Donc le Hamas doit être détruit totalement. Hamas d'Elenda Est. Le Hezbollah de la même façon. Là, pour l'instant, il y a une trêve qui a été signée, qui est un cadeau qui est fait à Joe Biden pour lui permettre de finir son mandat d'une façon un petit peu pacifique, puisque lui voulait avoir un accord. La menace qu'il a fait peser sur Benjamin Netanyahu était assez claire. Non seulement il menaçait de suspendre les livraisons d'armes, mais aussi d'abandonner Israël aux Nations Unies et de faire pression. Avec ce qui vient de se passer aussi avec la Cour pénale internationale, le fait que Netanyahou est maintenant ce qui est complètement sous crime de guerre, dingue. On met sur avec un mandat d'arrêt international deux dirigeants d'un État démocratique qui luttent de façon, je dirais, tout à fait raisonnable contre des groupes terroristes et des terroristes qui sont d'ailleurs morts. Mais donc, on voit bien que récemment, on avait entendu que le gouvernement français prêt à arrêter Netanyahou et Yoav Gallant. On a pu voir qu'ils sont revenus en arrière. Tout le monde pense que c'était pour... Avec un deal sur le Liban, apparemment. Mais alors, je ne crois absolument pas ça. Je crois que le deal va beaucoup plus loin. Le deal sur le Liban n'a pas grand intérêt. Le vrai deal, pour moi, pour la diplomatie française, c'est surtout que si la France se mettait du côté... du mauvais côté, c'est-à-dire du côté de la Cour pénale internationale dirigée par un Pakistanais antisémite, Karim Khan, et bien dans ces cas-là, il y aurait... n'engage que vous. Mais... Oui, mais Karim Khan, on le connaît, c'est un petit peu comme toutes ces organisations, toutes ces ONG, et bien... Dans ces cas-là, il y aurait eu des sanctions économiques contre la France, des taxations majeures. Déjà, vu l'état économique de la France, on n'a pas besoin de sanctions. On n'a pas besoin de ça. Et LVMH n'a absolument pas besoin de ça pour continuer à vendre ses champagnes et ses produits de luxe aux États-Unis. Bernard Arnault est à la manœuvre. Merci beaucoup, Philippe Carsanti, responsable de Republicans in France, d'avoir répondu à nos questions sur l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. On se reverra en janvier, le 20 janvier peut-être, pour parler de ce changement aux États-Unis. Et puis nous, on se retrouve dans un instant, après une pause, avec notre prochain invité, un ancien colonel
personnel qui était responsable de la direction Afrique à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Il s'appelle Jean-Pierre Auger et il publie un livre, Afrique Adieu, pour parler de son expérience. Et il y a beaucoup à dire sur l'Afrique et les liens entre la France et l'Afrique en ce moment. Eh bien, on va aller dans le dessous des cartes avec notre invité. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Afrique, adieu. Afrique, adieu, c'est une chanson de Michel Sardou, mais c'est aussi le titre du livre de notre invité, Jean-Pierre Auger, colonel ancien de la DGSE, du renseignement français, qui était responsable du secteur Afrique au sein du renseignement extérieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Poulain. Alors, ce livre, ce titre, est-ce que c'est un hommage, bien sûr, à l'Afrique, hein, et même une lettre d'amour à un continent ô combien passionnant, mais est-ce que c'est un clin d'œil à la chanson de Michel Sardou également ? Oui, un peu, mais un peu. Il fallait trouver un titre un peu choc, un peu. Et j'ai trouvé que Michel Sardou avait trouvé un très bon titre, donc je l'ai plagié, en fait. C'est ça. Donc on est là. Il s'agit d'un livre vraiment passionnant, puisque c'est les mémoires d'un officier de ce secteur Afrique noire de la DGSE, où vous racontez en fait une vie au service de la France, dans le renseignement. Alors vous êtes d'abord à l'armée, et puis ensuite vous choisissez de l'Afrique, ou c'est l'Afrique qui vous choisit, je ne sais pas comment ça fonctionne, avec différentes missions, jusqu'à d'avoir la charge du secteur Afrique noire. Et c'est les années en fait de ce qu'on appelle la France-Afrique encore, que vous narrez. Comment ça se passe quand on est un ancien du renseignement pour écrire un livre comme ça, sans révéler vraiment ce qui s'est passé derrière les scènes? Est-ce que c'est relu par les services? Est-ce que vous avez des limites? Quelles sont justement les limites de l'exercice? Oui, alors là, vous touchez du doigt l'aspect sensible de ce livre, car j'ai hésité longuement à le publier. La décision a été prise. J'avais pris contact avec certains anciens de la maison pour que j'aie leur avis sur ce que j'avais écrit, pour ne rien vous cacher. Et ils ont été d'une grande clarté et ont souligné les quelques points qui méritaient peut-être d'être ou tempérés ou annulés. D'accord. J'ai tenu compte de leurs conseils. Il est vrai que je n'ai pas demandé à mon ancienne maison l'autorisation de l'écrire, car d'abord, il est possible que j'attendrai encore la réponse, mais je n'avais pas envie de mettre quiconque en porte-à-faux, qui ait une autorisation de le donner. Le DG, je ne voulais pas mettre le DG du moment en porte-à-faux non plus. J'ai simplement tenu compte de tout ce qu'ils m'ont enseigné pendant des années et des années, c'est-à-dire de faire attention à ce qu'on écrit et de choisir, enfin de ce qui méritait de l'être ou non. Ouais, parce que vous faites évidemment d'abord un passage au service action. Enfin, il y a cette formation-là, hein, où oui, le service action. Enfin, le service action a été pendant quelques semaines ou 10 jours, chargé de nous affiner un petit peu. C'est ça, avec des missions tests avec des petites à Orléans, où où on vous teste pour savoir si vous êtes fiable. On essaie de voir si vous réagissez correctement, enfin, comme le service l'entend en tout cas, aux petits exercices. Et c'est assez drôle de voir comment ça se passe, cette formation. Et puis ensuite, vous choisissez plutôt le renseignement, hein, et du côté africain. Pourquoi ce choix de l'Afrique ? J'ai été enfant, j'ai passé une bonne partie de mon enfance en ce qu'on appelait l'Indochine, puis après au Cameroun, et un peu à Madagascar. Que votre père était militaire. Voilà, donc j'avais un peu ce tropisme dès le début. J'avais des souvenirs d'enfance qui étaient très très bons, et je me sentais très proche, moi, des Africains. J'ai été à l'école avec eux, et je me voyais pas partir vers le monde asiatique ou vers le monde arabo-musulman. Je veux dire, c'était l'Afrique noire. Ouais. Et vous relatez, hein, d'ailleurs, c'est la façon dont les services de renseignement ont petit à petit orienté tout le renseignement sur justement la montée du terrorisme islamiste, etc. Et la montée vers le Sahel et le Maghreb. Et oui, le terrorisme a changé un peu la donne, j'allais dire, depuis les tours jumelles.
la France a dû, et le service, qui n'était qu'une petite boutique quand même, hein, là je parle d'un service d'il y a 40 ans, là, si on, 30 ans, où nous étions à moins de la moitié de maintenant, 3200, 3300. Donc je pense qu'il était difficile au service de faire feu de tout bois, de traiter. Cela dit, on lui aurait demandé de s'occuper un petit peu plus de l'Afrique noire, sans doute l'aurait-il fait. Ce qui n'a pas été vraiment le cas, mais on a vu quand même aujourd'hui, on peut se demander, malgré le nombre d'agents, les moyens du renseignement français, il y a eu les putschs au Sahel, et puis tous ces pays qui sont devenus hostiles à la présence militaire française sur leur sol. Et on va écouter d'ailleurs, c'est le président du Sénégal qui parlait de cette présence française, et voilà ce qu'il disait à France 2, je crois. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Alors, ce ressenti-là, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup dans la rue, dans ces anciennes colonies françaises d'Afrique, de dire c'est fini ce temps-là, on ne veut plus vous voir sur le territoire. C'est un ressenti qui a été bien sûr utilisé par les concurrents de la France, les Russes, mais aussi les Américains d'une certaine façon. Est-ce que vous l'entendez, c'est Monsieur Faye, le président sénégalais ? Moi, j'ai l'impression de découvrir un autre monde africain, plus exactement. Il y a une conjonction de critiques sur la France, j'allais dire post-coloniale, mais vraiment post-coloniale, quoi, parce qu'on est quand même 60 ans après les indépendances. Donc, elle est entretenue, voire attisée, par nos adversaires en Afrique, enfin, les adversaires, les Chinois, les Russes, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Quand je vois le nombre de campagnes de désinformation, on en compte à peu près une centaine entre 2022 et 2024, dont la moitié par les Russes, en Afrique occidentale et en Afrique centrale. Plus ou moins importante, plus ou moins ciblée. Bon, donc je pense que nombre de présidents africains, on va parler que des présidents, il y a les anciens de la France-Afrique, je pense à Sassou Nguesso, à Biya, et qui, eux, ont pris effectivement un petit peu un peu de champ vis-à-vis de la France, sont allés au sommet Russie-Afrique, au sommet... Et puis, il y a la nouvelle génération. Et ce que alors, je parle même pas des officiers qui ont fait des coups d'État, les jeunes. Ça, c'est la nouvelle génération, mais bon, c'est des dictatures qui sont en train de se mettre en place avec la bénédiction des Chinois et surtout des Russes. Non, ce que je regrette, c'est que je vous parlais de conjonction. Tout est fait en ce moment, et y compris en France où la repentance en remet une couche, comme ça, au moins on est sûr qu'on a fait que des choses mal. Je regrette qu'il n'y ait pas un petit peu... Ça va venir, je pense. Il faut laisser les... Là, en ce moment, on est en plein dans l'œil du cyclone. Ouais, vous pensez que c'est un balancier, c'est-à-dire que les rebelles prennent le pouvoir, et puis qu'avec le temps... Enfin, le balance, on ne reviendra pas, bien évidemment, à France-Afrique. Mais je pense qu'à un moment donné, la raison va l'emporter un peu sur l'émotion. Et ça arrive maintenant. Mais vous parlez de ces campagnes de désinformation, ou du moins de propagande, qui ont formé finalement les populations à avoir ces dirigeants, à faire pousser les rebelles. La France a aussi essayé ces outils-là et continue avec une relation en plus particulière. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? En tout cas, si on a essayé, ça n'a pas été brillamment mené. On peut pas dire que ça marche pas, mais... Je pense... Vous voyez, les Africains, je lisais qu'il y a 400 millions d'auditeurs du net et des réseaux sociaux en Afrique, très actifs. Bon, bah, il y a certains, comme on balance n'importe quoi dessus et qu'on ne recoupe pas, ça, c'est plus efficace. Ouais, peut-être aussi une voix qui a été perdue, la voix de la France en Afrique. On va marquer une courte pause et puis vous pourrez poser vos questions, réagir 0826 300 300 au standard. Notre invité est Jean-Pierre Auger, ancien des renseignements. Afrique à Dieu, c'est aux éditions Mareuil pour parler de ce parcours au service de
la France et puis parler aussi de l'état des relations et de l'ancienne France-Afrique. À tout de suite sur Sud. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité Jean-Pierre Auger, auteur de ce livre Afrique à Dieu, qui sont les témoignages, les mémoires d'un officier du renseignement, puisque vous avez été en poste au Niger, au Tchad, en Côte d'Ivoire, vous avez dirigé le secteur Afrique noire de la DGSE, et en fait vous dites ce livre avec ce titre Afrique à Dieu, c'est pas les adieux de la France à l'Afrique, c'est vos adieux personnels, enfin le retour sur une carrière en Afrique et une carrière, enfin une expérience personnelle que vous mettez en avant. Tout à fait. C'était le but de ce livre. Et au-delà du but de ce livre, puisque l'actualité fait qu'on parle évidemment géopolitique et de relations de la France avec l'Afrique, vous dites ce ne sont pas les adieux de la France à l'Afrique. On parlait des campagnes d'ingérence, ou du moins de propagande de la part des Russes et des Chinois. Vous dites aujourd'hui que la Chine a investi massivement en Afrique. Alors, non seulement c'est le premier partenaire commercial, ça très bien, mais ça dépasse largement le commerce. Pourtant, 1 million de Chinois en Afrique maintenant, qui aurait pu imaginer cela. Des sommes assez colossales qui ont été promises en investissement, par exemple pour les infrastructures de 50 milliards de dollars sur les 3 années à venir, au dernier sommet de Pékin, Chine-Afrique. C'était il y a quelques mois, cette année. Oui, et puis le double, c'est-à-dire plus de 100 milliards de lignes de crédit, plus, je vous passe les chiffres, 70 milliards d'investissements par les sociétés chinoises. Donc il y a des promesses très importantes. Mais il y a également l'aspect politique. Et l'aspect politique, il n'est pas du tout secondaire, puisque l'objectif final, si je veux aller au plus, c'est quand même d'obtenir des Africains, de la grande majorité des pays africains, leur soutien à ce qu'ils appellent le principe de la Chine unie, de la seule Chine, c'est-à-dire avec Taïwan. Et là, on l'a vu au sommet de Pékin, on va vous donner beaucoup de choses, bien que l'Afrique francophone n'a qu'à peu près moins de 20% de tout ce qui est par rapport à l'Afrique australe notamment. Mais on est prêt à vous aider pour les infrastructures, pour des crédits, mais en contrepartie, on vous serait reconnaissant de nous appuyer à l'ONU sur ce principe de la Chine, unique. Donc c'est pas seulement pour les ressources, les terres rares notamment utilisées dans l'informatique, c'est aussi pour la diplomatie chinoise bien sûr. Et à l'international. Et là, moi je me rends compte que même ceux qu'on a connus, les anciens de la France-Afrique, les Sassou Nguesso, les Biya, ont été très réceptifs. De toute façon, sur toute l'Afrique, tous les pays africains, vous n'en avez qu'un qui a reconnu Taïwan, c'est... alors, désolé, je vais vous dire le Swaziland, mais qui s'appelle maintenant d'un autre nom que je n'ai plus en tête. Voilà, donc ça vous donne quand même, ils ont une possibilité assez importante d'avoir autant de soutien à leur politique à l'égard de Taïwan. Nous avons profité de tout ça à un moment donné lorsqu'il s'agissait de voter pour les essais nucléaires français, par exemple. Bien sûr. Voilà. Là, les Chinois l'ont compris, maintenant ils le prennent à leur compte. Et quand vous étiez à la tête du secteur Afrique, est-ce que la Chine était déjà aussi entreprenante en Afrique ou pas du tout? Non, on peut... Là, je vous dis, je suis pas un spécialiste, mais en gros, moi, quand j'y étais, il y avait bien sûr, il y avait des Chinois, quelques ambassades chinoises en Afrique. Et ils avaient en leur temps soutenu certains combats, par exemple en Angola. Mais il n'y avait pas cet élan qu'il y a maintenant, et qui effectivement repose sur une stratégie à long terme. Et puis le prolongement de la route de la soie. C'est ça. Et puis vous parliez de mines et tout. Là aussi, je ne veux pas vous donner des chiffres, mais... il y en a qui sont quand même importants. Je prends le cobalt. Le cobalt, les batteries de voitures. Le cobalt, 70 à 75% de la réserve mondiale de cobalt raffiné est en Chine. 15 des 19 mines de cobalt en République démocratique du Congo sont exploitées par les Chinois. Vous voyez, donc,
Il y a quand même un intérêt, un grand intérêt. Le prix des voitures électriques chinoises, on comprend mieux. Oui, ce bas prix et le fait qu'elle soit numéro 1 et leader sur le marché international. Mais quand on écoutait Monsieur Faye, le président du Sénégal, on peut se poser la question, parce qu'en fait, il critique la présence française, il dit aussi les Chinois, les Russes, mais on a vu certains dirigeants africains se tourner immédiatement vers la milice Wagner pour leur sécurité, les Russes. Vous faites état des concessions chinoises un peu partout en Afrique. 1 million de Chinois en Afrique, c'est énorme pour ce travail-là. Ça n'a pas l'air de gêner les dirigeants africains, finalement, de passer d'un occupant à un autre. Enfin, occupant entre guillemets. Mais... Alors, tout à fait. C'est pour ça que l'espèce de grande campagne de dénigrement de la France en ce moment m'insupporte. C'est qu'ils vont se mettre entre les mains de gens dont on n'a pas bien, jusqu'à présent, saisi le philanthropisme, quoi. Mais ça les gêne pas. Monsieur, par exemple, Tshisekedi, le président Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, dans le livre j'en fais état, il y a quand les Américains nos amis américains nous ont balancé Laurent Désiré Kabila au Congo, à la tête du Congo, à la place de Mobutu. La France pensait à Tshisekedi des élections, et Tshisekedi avait toutes ses chances. Eh bien là, je vois qu'il déclare à votre confrère, comment il s'appelle, Rochebin, Darius, Rochebin, sur LCI, il y a quelques mois, en mai, au mois de mai, arrêtez de nous considérer comme des sous-hommes, arrêtez, il faut le faire quand même, le coup des sous-hommes. Arrêtez de nous considérer comme des sous-hommes, arrêtons cette relation de dominant à dominé. Donc il nous dit que les Russes et les Chinois n'abordent pas l'Afrique dans ces conditions. Ils ont une position vraiment meilleure à leur égard. Mais il termine, c'est ce qu'il y a de formidable, il termine ces quelques phrases en disant « Mais j'ai toujours pensé que c'était l'Europe le meilleur partenaire de l'Afrique. » Ah oui, donc c'est pour ça que je vous disais, moi je pense qu'il faut... Bon, ça, la Chine, on n'arrêtera pas la Chine en ce moment, ça c'est sûr. Mais on a notre place. On avait notre place. Kolwezi était la plus grand gisement de cobalt du monde. Voyez. Alors, est-ce qu'on peut pas retourner un peu en Afrique, ne serait-ce que pour faire des affaires? Ça, c'est à l'exécutif français de voir tout ça. Il demande un partenariat. Moi, je suis désolé, mais quand De Gaulle avait nommé la France-Afrique, c'était un concept, au Fouet-de-Boigny, mais gaulien. Il parlait d'une relation privilégiée reposant sur une coopération et qui, j'allais dire, qui rapporterait aux deux parties. C'était un partenariat. Et ça a été le cas pendant des années. On peut être critique de la France-Afrique, mais il y a eu quand même des réalisations qui ont permis à des pays de se développer. Je pense que si on parlait, et là on peut pas en parler, ça durerait des heures, mais sur ce que la coopération française a fait de bien entre les années 60 et 90, peut-être un peu plus. Ça permettrait quand même de relativiser tout ce qui se dit en ce moment. On n'a pas pillé l'Afrique, ça je m'inscris en faux. Alors on l'a payé peut-être autant de la colonisation, mais pas autant de la France-Afrique. Ah oui, je ne parle que depuis les indépendants. En plus des États qui n'étaient pas préparés, alors ça on peut nous le mettre sur le dos, là je suis d'accord, mais qui n'étaient pas préparés partout, faute de cadres, à diriger leur pays. D'où la coopération française, les coopérants, les assistants techniques, etc. Ouais, et la formation des cadres aussi. Et aussi, vous étiez détaché auprès de présidence pour voir comment ça fonctionne. Il y a aussi un thème qui revient dans ce livre, c'est sur la démocratie en Afrique. Parce qu'on voit qu'il y a des limites en fait à cette démocratie, avec des élections qui ne sont pas toujours réglementaires et des questions sur le nombre de coups d'État qui succèdent. Est-ce que la démocratie s'enracine quand même petit à petit sur le continent africain, ou est-ce que c'est compliqué? Alors, c'est compliqué. Prenez l'exemple de la France, je ne veux pas en rajouter, mais voyez que même chez nous, on a quelques problèmes. Donc l'Afrique, elle, la démocratie, ça pourrait faire l'objet d'une émission entière, mais elle a toujours eu un rapport, alors même si les Africains qui m'écoutent en doutent, avec la force. Et je vois qu'elle... Elle poursuit dans ce domaine-là, entre les coups d'État. Alors pour les coups d'État, je règle le problème des coups d'État. Il y a eu des années 60 à maintenant à peu près 200 coups d'État répertoriés en Afrique.
pas en Afrique francophone, je vous parle de toute l'Afrique. Oui. On a connu de tout. Nous, on en a eu pas mal. Et bien, quand il y avait un coup d'État, on attendait qu'il soit lui-même déchu ou que la transition débouche sur une élection démocratique. Voilà. Donc ça, c'est les coups d'État. Mais on a continué à travailler. Moi, j'étais au Niger avec le colonel Ibrahim Baré Meinassara, qui avait fait un coup d'État et renversé. Ouais. Bon, ça, c'est les coups d'État. Maintenant, pour ce qui concerne la démocratie, je crois sincèrement que c'est Madame Albright qui avait un peu raison lorsqu'elle disait déjà en 90, dans les années 90, vantant l'Ouganda qui était une démocratie unipartiste. Voilà, elle avait compris, elle, finalement. Ouais, c'est un système qui... Ouais. Et bien qu'à l'époque, après la Baule, donc après 90, quand le président Mitterrand a proposé de poursuivre l'aide au développement en fait contre un peu plus de démocratie et de liberté, il ne faut pas oublier que les Africains se battaient pour le multipartisme. À l'époque. Et bon, j'ai l'impression que vous avez un peu oublié cet aspect-là depuis. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On va à nouveau marquer une courte pause et puis on se retrouvera avec vous pour parler de la suite et justement aussi un peu des arcanes de la DGSE puisqu'il en est question dans ce livre Africadio aux éditions Mareuil. Si vous souhaitez réagir, posez vos questions. 0826 300 300 au standard de Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour parler du renseignement et de la relation entre la France et l'Afrique avec Jean-Pierre Auger, ancien des services, qui était responsable du secteur Afrique à la DGSE pour ce livre Africadio aux éditions Mareuil. Alors, vous parlez dans ce livre aussi de toute votre expérience et puis d'une transition d'un monde en fait qui change, y compris au sein du renseignement, avec ce que vous appelez la civilisation en fait des services où les militaires comme vous, petit à petit, sont poussés au départ et on fait venir des civils pour les remplacer. C'est notamment François Mitterrand qui initie ce mouvement après le fiasco du Rainbow Warrior. Oui, alors là, il faut pas me... C'est pas une critique contre les civils. J'ai pas dit ça. Non, mais je dis c'est un monde et un autre. Ouais. Ça pourrait être perçu comme tel par un certain nombre d'auditeurs. Non, c'est que j'ai connu une période où cette décision qui avait été prise par le président Mitterrand, qui avait quelques raisons ou pas, je sais, de se méfier des militaires après le Rainbow Warrior notamment, et il y a eu une arrivée massive jusqu'à 700 pendant quelques mois de cadres A, c'est-à-dire d'universitaires. Et cette transition entre civils et militaires a été tellement rapide que beaucoup d'officiers qui étaient quand même chevronnés et fidèles et pas politisés, qui avaient donc des qualités quand même, ont quitté la maison pour rejoindre des sociétés diverses de sécurité ou même des grandes entreprises comme officiers, comme directeur sécurité-sûreté par exemple. Donc ça, je l'ai assez... un peu mal vécu parce que les colonels ou les lieutenants-colonels, là, n'était plus, il fallait les remplacer. Et nous avions des cadres qui n'avaient pas véritablement, à mon sens, été formés pour les postes de responsabilité qu'ils exerçaient. Voilà. Donc, ça a été une période un petit peu difficile. Et est-ce que ça a pu entraîner aussi des ratés sur le terrain parce que justement il n'y avait pas une connaissance du terrain ou la discipline militaire avec... Parce que dans ce livre, vous rendez hommage aussi à ceux qui vous ont formé. Il y a un peu une filiation dans le renseignement. Est-ce que là, il y a une cassure qui a fait qu'on a perdu du savoir-faire et des talents? Là, écoutez, je vais dire quelque chose qui fera peut-être bondir certains, mais ce que les militaires faisaient et avaient appris, c'est à travailler, j'allais dire, sans se soucier du politique, sans se soucier de la situation politique, sans se soucier de
des chapelles qui n'existaient pas vraiment d'ailleurs existantes. Bon, le monde civil, là on est passé à 80% de civils. Au début il fallait réagir, selon les termes, il fallait rééquilibrer. Bon, là c'est bien rééquilibré, 80% de civils et 20% de militaires sans compter les effectifs du SA. Les civils ont autant de qualités que les militaires, elles sont différentes, c'est tout parfois, et ils n'ont pas eu la même formation. Donc je pense que le problème, c'est que j'ai vu, moi, c'est que les civils n'avaient pas le même sens du service et parfois des responsables, et des nouveaux venus. Je ne parle pas de ceux qui avaient bénéficié, comme moi, de la formation des anciens, de la responsabilité et le pouvoir du moment, à la fin, dans les années 2000, ce que je dis. Alors lui, aller dans ce sens-là en déresponsabilisant totalement les cadres. Donc là, c'était du pain béni. On pouvait mettre des gens qui n'aimaient pas les responsabilités, puisque l'ambiance était à la décision à très haut niveau, les autres étant faits pour exécuter. Ouais, ok. Alors on a avec nous un auditeur, c'est Serge de Vichy, qui souhaite réagir. On vous écoute. Bonjour Serge. Oui, bonjour messieurs. Émission très intéressante. Je suppose que le livre de votre interlocuteur, dont je n'ai pas saisi le nom, est certainement... Jean-Pierre Auger, Afrique à Dieu, je vous le conseille, c'est un livre passionnant aux éditions Mareuil et c'est un témoignage, vraiment, vous aurez tout de la formation du jeune cadre qui arrive dans les renseignements jusqu'au responsable de la DGSE. Voilà. Oui. Écoutez, moi, par formation, je suis retraité maintenant, mais j'ai été prof d'anglais pendant longtemps, et j'avais lu en 2010 un petit bouquin qui avait pour titre Dead Aid, c'est-à-dire la mort de l'aide, et c'était centré bien sûr sur toute l'aide qui avait été attribuée par les États et par les organismes, les ONG, etc., aux pays africains. Et donc c'était une femme d'origine africaine qui a travaillé au FMI, donc quelqu'un qui connaissait le sujet, sérieusement. Et moi, il y avait une chose que j'ai retenue de ce bouquin, c'est quand elle parlait déjà de l'emprise des Chinois à l'époque, qui avaient, par exemple, d'une façon assez symbolique, l'emprise était donc dans les années 2000 à 2010, en gros, puisque son bouquin était de 2010, qui était focalisée sur l'Est de l'Afrique, et elle citait par exemple une route qui avait été construite par les Chinois, qui partait du Soudan, donc on est quand même au nord de l'Afrique, juste en dessous de l'Égypte, et qui allait jusqu'à quasiment aux portes de l'Afrique du Sud. Donc, oui, c'est les nouvelles routes de la soie, c'est ce que vous disiez. Et en ce moment, ils travaillent au Cameroun sur les routes aussi. Voilà. Alors, ils ont commencé, je pense, par l'Est. Et puis, comme tout pouvoir impérialiste, maintenant, ils se sont dit, maintenant qu'on a bien travaillé à l'Est. Et alors, ils étaient intelligents parce que le long de la route, ils construisaient aussi des dispensaires. Oui, c'est exactement ça. On en parlait à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une coopération, un nouvel impérialisme en quelque sorte. Merci Serge, c'est ce que vous dites de votre expérience. Oui, c'est pensé, c'est réfléchi et c'est mis en œuvre. Et c'est quelque chose que la France a fait, d'une certaine façon, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne le fait plus, qu'on est rejeté de cette façon-là par des dirigeants africains de nouvelle génération? Qu'est-ce qui s'est cassé dans la relation entre la France et l'Afrique? Tout d'abord, la France elle-même a pris ses distances. Je dis toujours en 80. D'abord, il y a eu la fin de la France-Afrique, c'est surtout la mort de Houphouët-Boigny en 93, la mort de Mobutu et de Foccart en 97. Enfin bref, les piliers. Foccart qui était le pilier vraiment qui était, central, secrétaire général. Donc ensuite, et ça, c'est la fin de la coopération. Le ministère de la coopération de plein exercice a été supprimé en 95 et c'est devenu un secrétariat d'État à la botte du Quai d'Orsay jusqu'en 98. Et puis ensuite on l'a supprimé, c'est devenu l'AFD. Donc, si vous voulez, en 90 par exemple, il y avait 9000 coopérants en Afrique. En 95, il y en avait 5000. Donc il y a eu une déflation, il y a eu... Mais pour des raisons budgétaires. Alors, je pense que oui. Il faut quand même admettre que la France n'a plus les moyens et n'aurait pas les moyens de se lancer dans ce que veut faire la Chine. D'ailleurs, en ce moment, oui, on en est à chercher quelques
quelques milliards d'économies. Donc là, oui, ça, on est d'accord là-dessus. Mais je veux dire, à l'époque, c'était quand même un peu tôt. Déjà, dès 95, puis après la dévaluation du franc CFA sur insistance du FMI aussi. Enfin bref, oui, l'affaire est... Je situe ce crépuscule de la France-Afrique dans les années 90. À partir de 95, c'est vraiment le crépuscule. Hein. Ouais, mais par un choix budgétaire, politique et puis un changement générationnel aussi du côté des dirigeants africains. Tout à fait. Ouais. Et puis il y avait quand même dans la France-Afrique des personnages hauts en couleur, certains affairistes, par exemple comme Robert Bourgi et d'autres, qui ont eu une carrière particulière au sein du dispositif. On va parler d'abord de Bolloré, je pense à lui, parce que je pensais, lui aussi, l'empire Bolloré a été cédé en deux parties, logistique, port et tout, à un groupe italo-suisse, MSC, et également à la famille Saadé, le groupe CMA-CGM. Voilà. Donc, vous voyez, rien que ça, Bolloré qui quitte, c'est énorme. Ouais. Alors maintenant, on parlait de Bourgi. Alors, ça, c'est intéressant parce que Monsieur Bourgi vient donc d'écrire un livre où il souligne que sa conscience le taraude. Robert Bourgi, est-ce que vous pouvez rappeler qui il est? Alors, Robert Bourgi, c'était un des on va appeler subordonnés de Jacques Foccart, qui était donc le véritable homme fort de Gaulle à Pompidou, et puis ensuite de Chirac aussi. Donc, il était un subordonné de Foccart. Quand Foccart est mort, donc en 97, je vois qu'il se présente volontiers comme son dauphin, comme homme lige, etc. Je continue de penser qu'avec Foccart aux commandes, il y a des choses qu'il n'aurait peut-être pas faites. Et puis je terminerai là-dessus, pour pas en parler longuement, un colonel ethnographe qui était le colonel Jean Chapelle, qui connaissait bien les Toubous, qui a vécu près d'eux de 1927, de mémoire un peu un Ngigmi, puis jusque dans les années 60, il est resté au Niger, disait « pas de sous, pas de Toubou ». Moi, je dirais... pas de profit, pas de Bourgi. Donc, je n'ai jamais croisé Monsieur Bourgi dans des pays pauvres, le Niger, le Tchad. Effectivement, il était plus, ses affaires le conduisaient davantage vers les pays plus riches, gaziers ou pétroliers. Cela dit, moi, ça me navre un peu de voir que lui-même, qui était un des artisans de cette France-Afrique, j'allais dire qui n'était plus celle d'origine, qui était devenue une France-Afrique des affaires, et c'est celle dont Verschave parle avec Cédille, une Cédille. Maintenant, nous disent il faut arrêter avec la France-Afrique. Je pense qu'il aurait pu arrêter plus tôt. Voilà, mais j'en dis pas davantage. Bon. Et on parlera d'autres personnages, évidemment, au sein de la France-Afrique. On va marquer une courte pause et vous pouvez nous appeler également au standard 0826 300 300 pour poser vos questions à Jean-Pierre Auger, notre invité, pour son livre Afrique à Dieu aux éditions Mareuil, sur sa carrière au sein du renseignement français et particulièrement en Afrique. À tout de suite. L'invité. Et pour cette dernière partie d'émission, on est toujours avec Jean-Pierre Auger pour Afrique à Dieu, les mémoires d'un officier du secteur Afrique noire de la DGSE. Et vous, dans ce livre, en fait, vous êtes le témoin, vous parlez en fait de cette islamisation radicale d'un pays comme le Niger, par exemple. Vous avez vu les prémices de ce qui allait arriver. Oui, j'ai vu, et même au Tchad, je me rappelle... on n'était pas habitué au Tchad à avoir des personnes toutes en noir et couvertes de la tête aux pieds. On n'était pas habitué. Et au Tchad, alors vous aviez même, au Niger, vous avez même l'Iran. Vous voyez, on parle peu de l'Iran, mais là où je relate quelqu'un m'a prévenu que l'ambassade d'Iran, à l'époque... s'opposer à la diffusion de l'Union Sacrée, par exemple, le film, au cinéma en plein air. Oui, parce qu'il était trop œcuménique et qu'il fallait pas était un peu anti-iranien aussi. Enfin voilà, c'est vrai que et les écoles coraniques c'était redoutable parce que vous voyez des petits en train de toute la journée de répéter la même chose. Enfin les Haïlila, on les appelait. Bon, mais là ça a pris des proportions maintenant autres, puisque maintenant c'est avec une Kalachnikov à la main que les islamistes pénètrent et avec des bons résultats, parce que récemment les incidents, la défaite de Wagner à la frontière Mali-Algérie, où ils ont eu des pertes lourdes, plusieurs dizaines
montre que ça va être compliqué. D'ailleurs, certains experts français n'excluent pas que si ça continue comme ça, telle ou telle ville sahélienne tombe un de ces jours entre leurs mains. Et devienne une nouvelle capitale de l'État islamique, comme ça a été le cas en Irak. Tant que personne les enchassera, je ne sais pas qui voudra les enchasser. Mais c'est incroyable parce que vous dites les services de renseignement font leur travail. Oui. Vous voyez cette islamisation de la société avec des puissances étrangères, notamment l'Iran. Et la réponse a été tardive. Finalement, Barkhane arrive bien tard, alors qu'on aurait peut-être pu, à l'époque, faire quelque chose pour empêcher cette radicalisation. Avec des si, je sais. Nous, notre métier, le métier actuel des renseignements et du DGSE, c'est d'informer le politique. S'il peut influer, tant mieux. Je dis ça en pensant à certains DGSE qui étaient très proches de chefs de l'État, comme le préfet Zilberzan, qui avait un accès direct au président Mitterrand. S'il peut influer dans le bon sens, c'est tant mieux. S'il ne peut pas, c'est aux politiques qu'il revient de tenir plus ou moins compte des... Moi, je fais confiance, même actuellement, entièrement confiance aux services du moment, pour dire ce qu'ils découvrent. Après, la confiance dans le politique n'est pas la même. C'est ce que vous nous dites. C'est différent. Absolument. Mais justement, le politique, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi de la part de responsables et d'anciens présidents et de présidents actuels de petites phrases, de moments très fâcheux qui paraissent anodines et qui ont fait beaucoup de mal dans la relation entre la France et l'Afrique? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose aussi qui a été vu de manière un peu dédaigneuse, alors que c'était grave pour les chefs d'État africains? Bon, là, vous touchez du doigt encore un problème un petit peu délicat, puisque certains propos ou certaines paroles un peu déplacées par de hauts dirigeants, dirons-nous, à des chefs d'État, ont eu un écho que celui qui les prononçait sur peut-être un ton humoristique ou au deuxième degré. Je pense que sa méconnaissance du monde africain, sa méconnaissance de la pensée des présidents africains et l'envie légitime quand même d'être considérés comme des chefs d'État et non pas comme des gens de deuxième ordre, ont eu des répercussions ne peuvent qu'avoir des répercussions très importantes, pour plusieurs raisons. D'abord, les Africains, en règle générale, ont toutes les qualités du monde, mais ils sont aussi parfois un peu susceptibles. Il faut en tenir compte. On ne dit pas n'importe quoi, surtout en plus c'est un président. Je veux dire, l'humour est à manier avec beaucoup de précautions. Oui, on peut rire de tout, mais pas forcément. La deuxième chose que je veux souligner, c'est que les présidents africains se parlent beaucoup entre eux. Non seulement ils se rencontrent à l'occasion de sommets divers de l'Union africaine, de la CEDEAO, peu importe. Ils ont de nombreuses occasions de se rencontrer, mais en plus, le téléphone fait, j'ai assisté moi-même à certaines discussions entre deux chefs d'État alors que j'étais chez l'un d'entre eux, pour pas grand-chose, parfois ils se donnent un petit coup de fil et se racontent. Alors, quand l'un d'entre eux est un peu ridiculisé, comme le cas de Kaboré en 2017 devant des étudiants à Ouagadougou, ou, je ne vais pas donner beaucoup d'autres exemples, mais vous avez des réactions sévères, comme celle de Tshisekedi, je vous disais, dont je faisais état tout à l'heure, qui dit on ne veut pas être pris pour des sous-hommes. Alors quand vous en arrivez à cela, c'est certain qu'après, il faut pas dire n'importe quoi. Donc ça a des répercussions beaucoup plus importantes que ça sort tout de suite de la sphère du pays considéré. Ouais, ça va très loin et oui, c'est comme vous dites. Et puis ça dure, et vous voyez que ça dure. Et ça reste une réputation, comme le cas de ces livres de témoignages. Alors vous faites extrêmement attention dans ce témoignage personnel au sein du renseignement, mais pour revenir sur Robert Bourgi, lui, après cette carrière-là, finalement, il donne des informations qui montrent qu'il n'y a plus de confiance vis-à-vis des partenaires africains.
Oui, information vraie ou fausse. En plus. Oui, ben ça c'est le problème. Il est certain que je veux pas m'exprimer comme quelqu'un de totalement indépendant, journaliste, bien que je ne suis plus qu'un citoyen, mais ça fait rien. J'oublie pas que j'ai servi une maison où on ne peut pas dire tout ce qu'on n'a pas à dire, le tout, quoi. Le droit d'en connaître. Ça a été la difficulté de la rédaction de cet ouvrage, d'ailleurs. Bien sûr, ouais, c'est quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, quel est votre lien personnel, là, on va revenir sur le personnel, avec l'Afrique? Ah ben, là, le lien personnel, c'est un lien qui ne s'effacera pas. Et c'est pour ça que je vous dis que je souffre un peu personnellement, comme dirais-je, je ne vais pas reprendre les termes de « j'ai pas de conscience qui est taraudée », mais en revanche, je ne comprends plus, quoi. Je ne comprends plus. Il y a des erreurs des deux côtés, mais je pense que les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes, chez nous aussi, on appelait, dès qu'il y avait quelques casses, n'importe où, on parlait des jeunes. Alors j'ai vite appris ce qu'étaient les jeunes chez nous. Ben là, c'est pareil. Le problème de la démographie, c'est une catastrophe. Il y a en ce moment 1,3 milliard sur le continent africain. Il y en aura 2,5 milliards en 2050, c'est-à-dire dans pas longtemps. Ce sont des pays qui se régénèrent en une génération, en 20 ans. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Et il n'y a pas de structure dans la plupart d'entre eux, ou professionnelle ou éducative, susceptible de leur trouver un avenir. Alors, si le seul avenir consiste pour nombre d'entre eux à essayer de traverser la Méditerranée sain et sauf, ça pose quand même des problèmes. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Pierre Auger. Je rappelle votre livre « Afrique à Dieu » aux éditions Mareuil, un témoignage passionnant sur ces années au service de la France en Afrique. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. C'est Brigitte Lahaye qui prend la suite. À tout de suite.